Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire pour configurer un pare-feu. Et ici, on a choisi la solution PevSense. Mais avant de commencer l'installation et la configuration du pare-feu, je vais d'abord vous expliquer la topologie. Par exemple, là, vous allez voir que j'ai utilisé un pare-feu et 3 réseaux. Maintenant, ces 3 réseaux-là, comment ça fonctionne? Maintenant, au niveau du DNZ, c'est là où vous aurez vos serveurs. Ici, j'ai pris l'exemple de 2 serveurs, le serveur mail et le serveur web. Maintenant, les serveurs qui sont au niveau du DMZ sont isolés, de même que le réseau local. Le réseau local, c'est les clients. Par exemple, c'est les clients qui vont se connecter directement, que ce soit sur les serveurs ou bien au niveau d'Internet. Par exemple, supposons si un des utilisateurs va accéder à nos serveurs messagerie, il va d'abord passer par le pare-feu. Bien sûr, il va s'authentifier en donnant les identifiants. Par exemple, on ne va plus connecter par rapport au mot de passe du Wi-Fi, mais chacun aura son propre mot de passe, ce qui permettra de pouvoir retracer, par exemple, chaque personne ce qu'il a fait dans notre réseau. Maintenant, s'il veut se connecter dans notre serveur, il va se connecter, il va donner ses identifiants pour accéder au réseau. Ensuite, il fait une requête vers le pare-feu. Maintenant, le pare-feu va le rediriger vers le mail ou bien le web, puis le renvoyer le résultat. De même, s'il veut accéder à Internet, il ne peut pas accéder directement, il va passer par le pare-feu, d'où l'importance du pare-feu. Il va filtrer, par exemple, s'il y a des requêtes espions au niveau de la réponse que va envoyer l'Internet. Par exemple, s'il va aller au niveau du Google, il va passer par le pare-feu. Maintenant, le pare-feu va aller chercher la réponse et revenir. Avant d'envoyer la réponse au client, il va d'abord vérifier l'information, est-ce qu'il est authentique. Maintenant, s'il est authentique, il va l'envoyer directement au niveau du client. Voilà, maintenant vous allez remarquer ici, on a utilisé 3 ports. Donc, si vous voulez utiliser un pare-feu de manière physique, il va falloir acheter ce qu'on appelle une carte réseau. Une carte réseau, ça ressemble à ça. Voilà, pour agir, parce que en général, les unités centrales viennent avec juste un port Internet. Donc, vous en rajoutez, en tout cas, max, vous avez besoin de 3. Faites en sorte d'en avoir 3 pour pouvoir assurer le câblage qui est là. L'un qui va aller puiser de la connexion pour pouvoir ressourcer les utilisateurs, les clients. L'autre va interconnecter le DMZ et le local pour permettre la communication entre les deux entités. Voilà, en gros, en somme, c'est ça le projet qu'on va essayer de réaliser. Et nous, on va utiliser, vu qu'on n'a pas physiquement les appareils, on va utiliser VMware. Par exemple, là. Voilà, maintenant on va créer notre machine virtuelle. Et pour ceux qui vont utiliser une machine physique, vous aurez à télécharger juste sur Wi-Fi pour faire l'installation. Là, je l'avais déjà sélectionné. Il se trouve là, PevSense, tout ça. PevSense, c'est CE, la version 2.6.0. Je l'ouvre, je fais Next. Directement, il détecte le nom de la machine, mais moi je vais le changer en PevSense 2.6.0. Voilà, c'est la version CE. Je vais changer l'emplacement. Je copie d'abord le nom pour créer par la suite le fichier. Là, je vais le déplacer vers l'emplacement de mes ordinateurs. Voilà, je sélectionne, puis sur OK. Là, je peux faire un Next. Voilà, Next. Ici, je vais ajouter une fois toutes les adaptateurs. Bon, pour celui-là, je vais ajouter 3 autres adaptateurs network. Voilà, et un autre aussi pour avoir 3. Parce que comme vous l'avez vu au niveau de la topologie, on a besoin de 3 adaptateurs. Voilà. Maintenant, le premier va prendre, le deuxième autant pour moi va prendre le 10. Voilà.
Et le troisième va prendre le 11. Voilà. Je pense que c'est OK. Donc, on a 10 et 11. Et le premier, c'est ça qui va nous permettre d'accéder à Internet, le NAT. Voilà. Maintenant, comme je vous ai montré dans une de mes images, dans une image, l'adaptateur qu'il faut acheter, c'est une carte réseau à 3 ou 4. Ça dépend, mais l'essentiel, il va falloir avoir 3 ports pour connecter les 3 réseaux. Voilà, maintenant, une fois ceci effectué, je vais faire finish et l'installation va automatiquement se démarrer. Voilà. À ce niveau, rien de spécial à faire. On va faire que suivre l'installation. Maintenant, une fois à ce niveau, vous allez qu'à cliquer sur accepter pour accepter les termes et tout ça. Donc, là, on va faire installer pfSense, oui. Là, il nous demande de choisir le clavier. Moi, je vais aller chercher le clavier français. Voilà, et je vais continuer. Voilà, là, vous avez 4 options d'installation. Il y a le ZFS BIOS, UEFI ou manuel. Moi, je vais prendre le deuxième qui est UEFS, UEFS BIOS. Voilà, je clique sur installer. Là, il nous demande si on va faire une configuration manuelle. Pour nous, non. Et on va redémarrer le serveur pfSense. Voilà, là, il est en train de redémarrer. Vous allez voir ici à ce niveau, il est en train de configurer les DNS et tout ça. Il est en train de les mettre en place. Voilà, maintenant une fois l'installation terminée, vous allez remarquer on a juste deux interfaces qui sont activées, qui est l'interface One qui va nous permettre d'accéder à Internet et le LAN. Mais le LAN, avant d'ajouter le troisième point, je vais changer l'adresse réseau qui est là et l'attribuer à 10 ou bien 11. Voilà. Et donc, disons, pour ça, on va prendre l'option la deuxième option qui est excusez-moi, je vais allumer. Voilà, la deuxième option qui est cette interface IP adresse qui va nous permettre de pouvoir modifier l'adresse IP. Je fais entrer. Là, on veut modifier l'adresse de qui? Du LAN. Donc, je vais faire 2 encore. Voilà. Maintenant, là, il nous demande de donner maintenant l'adresse IP qu'on va modifier. Par exemple, là, j'ai dit, je vais utiliser le 192.168.10.1. Donc 192.168.10.1. Voilà, c'est ça l'adresse à présent qui va prendre notre réseau local. Voilà, là il nous demande il est de quelle masse, c'est une adresse de classe C, donc c'est 24. Voilà, vous allez juste donner 24 parce que l'adresse vous allez donner en format CIDR. Voilà, entrée. Maintenant là, il nous demande l'adresse de gateway. Bon, comment dire? Voilà, l'adresse, donc là, vous mettez rien. Pour le gateway, ça va. Vous mettez rien, ok. Maintenant, aussi pour l'adresse IP aussi, vous mettez rien. Là, il vous demande est-ce que vous allez activer le DHCP. Le DHCP, c'est quoi? Par exemple, ça permettra aux utilisateurs qui sont connectés d'avoir directement des adresses IP via le serveur pfSense, via le pare-feu. Et c'est ça qu'on veut. Par exemple, on veut que dès qu'un utilisateur se connecte, c'est le pfSense qui va lui attribuer directement une adresse IP. Donc, on va dire yes. Donc, on l'active pour donner ce droit-là. Il nous demande la place d'adresse. Maintenant, la place d'adresse, on va dire, il faut commencer à attribuer à partir de, par exemple, à partir de 100. Par exemple, on va dire 200. Tu commences à partir de 100, c'est valide. Maintenant, et on va dire de s'arrêter à 200. Voilà, comme ça, il va juste connecter que 100 personnes. Bon, là, c'est un exemple que moi j'ai donné. Hein. Vous, si vous êtes, parce que moi j'ai pris l'exemple de 100 personnes qui veulent se connecter au niveau de notre réseau. Si vous êtes plus que ça aussi,
vous avez le choix. Vous pouvez utiliser un réseau voilà, supérieur à ça et tout ça. Donc, pas de problème sur ça. Donc, je vais faire entrer. Là, le protocole HTTP, on doit l'activer. Comme ça, on aura à naviguer, à pouvoir configurer via le web le serveur PFSense. Donc, je fais yes. Et on va patienter qu'il prend en charge ça. Voilà, maintenant là, il l'a modifié. Je fais OK. Vous allez remarquer à ce niveau-là, on a bien ajouté, on a bien modifié l'adresse IP. Voilà, à présent, je vais ajouter l'adresse, notre dernier port. Et pour ajouter, on va utiliser une Agnet interface. Et là, je vais faire. Voilà, maintenant là, on valide. Là, il nous demande si on veut activer les VLAN et tout ça. Maintenant, voilà. Maintenant, on va dire, on a M0, on va sélectionner, on va énumérer nos ports. C'est M0, n'est-ce pas? M1. Et le dernier, ce sera le M2. Excusez-moi, M2. Voilà. Là, je pense que vous avez compris. Et à présent, je vais faire un yes pour valider les choix. Voilà, il va activer directement le troisième port et par la suite, on va pouvoir attribuer des adresses, une adresse à ce port-là. Voilà, maintenant là il l'a activé mais il n'a pas attribué d'adresse IP. Maintenant pour le faire, on va faire la même chose que ce que l'on avait fait tout à l'heure. Bon, pas besoin de trop parler. Là c'est l'option 3. L'adresse IP qu'on va choisir ici c'est 180.11.1. On va changer. Maintenant là, le masque CD c'est classé donc 24. Voilà. Maintenant pour Gateway on n'a pas besoin. Maintenant là c'est pour, ouais, on n'a pas besoin. On va pas utiliser le serveur DNS ici. Bon, ou bien on peut utiliser, comme ça il va aussi attribuer des adresses dynamiquement au serveur. Ou bien on fixe les adresses serveur, c'est à nous de voir par la suite. Donc on fixe les adresses IP. Donc non, comme ça il va pas pouvoir distribuer. D'ailleurs même c'est ce qui est conseillé, parce que l'adresse serveur doit être fixe. Il doit pas être modifié à chaque fois qu'on le souhaite, parce que sinon les clients auront du mal à retrouver le serveur. Donc on va fixer de notre côté l'adresse IP du serveur. Donc à ce niveau là on va désactiver le DHCP. Voilà, non, maintenant on patiente, il va activer le service. Et là, bingo, on a créé notre DMZ. Donc la partie manuelle, on l'a terminé. Donc on va se rendre au niveau de notre navigateur pour continuer l'installation. Maintenant, pour pouvoir réaliser ça, il va falloir que j'ai dit tout à l'heure que il faut se connecter via un navigateur. Maintenant, si vous remarquez, je vais revenir un peu ici. Si vous avez remarqué, j'avais utilisé des réseaux qui sont le réseau 10 et le réseau 10 et le réseau 11. Donc le PC doit être connecté sur le réseau 10, le deuxième réseau. Donc pour ça, je vais prendre un Windows qui est là, je vais changer le port. Voilà. Et là, c'est comme si je l'ai branché directement au niveau du réseau local. Voilà. À présent, je vais le démarrer. Voilà. Ça revient à dire juste qu'on a connecté le PFSense et le PFSense et l'ordinateur Windows qui est là. Donc même si on le démarre, vous allez voir que il aura une adresse dynamiquement. C'est la place d'adresse qu'on avait choisie, si je ne me trompe pas, c'était 192.168.10. Maintenant, c'est à partir de 100 qu'il va avoir. Donc sûrement soit la première adresse utilisable, vu que j'ai jamais utilisé une autre PC sur ce réseau. Voilà, là il me demande une suggestion. Oui, je me connecte avec ce réseau là. Je vais d'abord vérifier ensuite
avec CMD, l'adresse réseau comment attribuer. Je vais faire IP config. Voilà, vous allez voir que dynamiquement, j'ai l'adresse 192.168.10.100. Ça veut dire que c'est le pfSense qui l'a attribué directement une adresse IP. Donc, pour le moment, on est connecté dans le réseau. Voilà, maintenant je vais ouvrir mon navigateur et faire 192.168.10.1 pour pouvoir accéder au niveau de notre interface de configuration. Voilà, maintenant là, le navigateur démarre, je peux faire directement 192.168.100, excusez-moi, .10.1. Maintenant, si vous faites IP config et que vous voyez que vous n'êtes pas connecté dans le réseau, sachez que votre configuration ne s'est pas bien déroulée. Revoyez la configuration et vous ne pouvez pas accéder à cette interface là. Maintenant, une fois à ce niveau là, le mot de passe, le nom d'admin c'est admin et le mot de passe c'est pfSense. Voilà, pfSense. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est pfSense le mot de passe. Je me log. Voilà. Maintenant ici, je vais faire next. Voilà, next. Là, le nom du PC et le nom de votre machine, vous pouvez le changer. Moi, je vais l'appeler Outman, disons, -8 DevSec. Voilà. Et le reste, ça va. Je le laisse comme ça. Je fais next. Ça, c'est pas. Ok, pas de tirer, donc ça va. Je vais le coller comme ça et je vais faire next. Voilà, là pour notre zone on va utiliser celui-là. Moi je suis au Sénégal, donc c'est GMT 0. Je fais next. Là pour l'interface DHCP, tout ça on l'avait déjà configuré, c'est bon, je fais next. Là pour l'adresse c'est bien 192.168.10.100.1. Maintenant, si je veux changer le mot de passe ici, je peux le faire, mais je ne souhaite pas le faire et reload directement. Voilà. Voilà. Maintenant, il nous demande de faire des mises à jour. Par la suite, si vous voulez, vous pouvez effectuer vos propres mises à jour. Voilà. Et là, moi, je vais faire terminer. Voilà, on patiente, il est en train de redémarrer juste le serveur, tout ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous allez voir ici, on a des informations par rapport à notre serveur. Voilà. Mais pour commencer, on va changer optique là. Pour ça, on va aller au niveau de l'interface. Voilà, on va choisir l'interface et ici, on va changer le DMZ. On va faire DMZ. Voilà, c'est juste pour pouvoir identifier directement avoir là sur le réseau. On va appliquer. Voilà, comme ça il va le changer directement. On patiente un peu. Voilà, maintenant ceci fait, on va activer maintenant le DNS. Le DNS, maintenant pour ça, on va aller au niveau du on va activer le DNS au niveau du service. Ça se trouve au niveau du service. C'est le DNS réservoir qu'on va activer. Voilà, maintenant une fois à ce niveau là, maintenant je descends un peu. Voilà, maintenant au niveau de host over qui est là, on va cliquer sur add pour ajouter notre DNS. Par exemple, les informations DNS, là je vais l'appeler, par exemple, disons Outman, disons, ou bien DevSec Outman.
Cette fois-ci, je vais faire devsec hotmail. Devsec hotmail. Voilà. Maintenant, pour l'adresse, disons pour le domaine, je vais faire la même chose, mais point .sn par exemple. Copier. Je vais faire point .sn. Voilà. Puis je vais donner l'adresse. Ce sera 192.168.10.1. Voilà. Et la description, on n'en a pas besoin. Donc je vais faire add host. Excusez-moi. Je vais faire save. Voilà. Puis sur appliquer. On patiente. Voilà. C'est bon. On l'a bien ajouté à ce niveau-là. Maintenant, on va essayer de créer les utilisateurs. Et pour ça, c'est les utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ce système-là pour se connecter. Par exemple, les clients en quelque sorte. Maintenant, pour ça, on va cliquer au niveau de système qui est là. Puis sur Manager, User Manager qui est là. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, il y a juste un utilisateur qui est là. Je vais pouvoir cliquer sur Ajouter. Et là, je donne des informations sur l'utilisateur. Par exemple, pourquoi pas son nom. Disons moi-même. Voilà. Un mot de passe, je vais faire quelque chose de simple pour ne pas oublier. Mon nom complet, si je veux, je peux le renseigner. Je vais confirmer le mot de passe, excusez-moi. Mon nom complet, je vais dire devsec. Voilà. Maintenant, si vous voulez si vous voulez aussi, vous pouvez donner la date d'expiration du code, par exemple de l'utilisateur. Disons si c'est de école, vous pouvez dire à partir du mois de juin, naturellement juillet au Sénégal, que personne, ou bien les étudiants, par exemple, après on va pouvoir créer des groupes. Disons qu'après, cet utilisateur-là qui est considéré comme un étudiant ne pourra plus se connecter au-delà de la date du présent du mois de juillet. Voilà. Mais nous, dans notre situation, on n'en a pas besoin. Donc, pas besoin de le préciser à ce niveau-là. Donc, je vais juste descendre et sauvegarder. Et aussi, vous avez la possibilité de pouvoir gérer les authentifications par clé. Voilà. Mais là, si vous voulez une vidéo dédiée sur ça aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau de l'espace commentaire pour que je puisse vous tourner la vidéo. Voilà, là je vais faire sauvegarder. Là je viens de créer, bon je vais pas sauvegarder, je viens de créer mon utilisateur qui est là. Donc c'est bien. Je vais créer un groupe. Vous pouvez utiliser vous pouvez créer aussi plusieurs groupes. Là je vais dire groupe étudiant. Groupe par exemple 18 étudiants. Voilà. Maintenant, qui est membre de ce groupe là? Disons par exemple l'utilisateur là. L'utilisateur est membre du groupe, donc je peux le transférer vers la zone. Automatiquement après vous allez voir que il sera considéré comme là. Vous allez voir, ouais, il est dans groupe étudiant. Voilà, maintenant on va revenir sur groupe pour activer portail actif. Là on clique sur groupe. Maintenant on va dire que les étudiants vont s'authentifier par portail actif. Donc on va cliquer ici. Même si c'était par exemple d'autres groupes aussi, vous pouvez faire le même démarche pour pouvoir activer leur propre portail actif avec les droits et tout ça. Voilà, maintenant là, pour ça, vous allez voir au niveau Ethernet privilège, vous cliquez sur Add. Sur Add, on va juste rechercher portail captif, User Service. Voilà, il est là. Ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter avec le portail captif directement. Là, si vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur Ajouter. Voilà, Save. Voilà, il est là.
on l'a bien sélectionné. Là, vous pouvez cliquer sur ajouter. Voilà, il a été ajouté. Donc, on va aller activer ce service-là. Il se trouve au niveau des services, portail captif. Voilà. Maintenant, une fois au niveau de notre portail captif, on va cliquer sur Add. Voilà, vous pouvez ajouter autant de portails captifs que vous voulez, hein, selon la zone que vous avez, et selon le groupe que vous allez créer. Là, je vais l'appeler étudiant, disons. Étudiant. Voilà. Maintenant, vous pouvez donner une description. Je peux dire, par exemple, authentification des étudiants, disons. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Save. Voilà. Maintenant, là, on a cliqué sur Save. On va activer portail captif. Là, il nous demande sur quel réseau on va s'authentifier. C'est naturel parce que c'est les clients qui sont connectés dans le réseau qui doivent s'authentifier pour pouvoir accéder à la connexion. C'est pas les DMZ parce que le DMZ c'est la partie où il y a les serveurs. Là, c'est l'internet, donc il n'y a que le réseau. Au niveau du réseau LAN, si je c'est-à-dire c'est quand on est là qu'on doit demander l'autorisation d'accéder à internet ou bien au DMZ. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, là, on va choisir ici à ce niveau-là, User Authenticate Backend. Et là, vous allez sélectionner la base de données de notre serveur. Voilà, et là, je peux activer Allow Only User Group. C'est-à-dire, c'est juste les utilisateurs et leurs groupes qui seront vraiment pris en compte. De même, vous pouvez aussi personnaliser votre page. Hein. Voilà, votre page. Donc, moi, je n'ai pas ce temps-là. Vous pouvez coder votre propre page. Comme ça, les utilisateurs verront peut-être votre logo, etc. pour c'est en tout cas une personnalisation de l'interface d'authentification est possible. Donc, vous pouvez le faire. Mais moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, je vais directement prendre le service que me propose directement pfSense. Voilà, à présent je vais essayer d'accéder à internet. Je vais faire ça et je vais faire Google, par exemple google.com. Voilà, je valide. On patiente. Normalement, il ne devrait pas me donner l'accès. Il doit me demander de m'authentifier d'abord pour pouvoir accéder directement à internet. Voilà, c'est des machines virtuelles et ça bouffe trop de ressources. Voilà. Vous voyez, automatiquement, il m'a bloqué là, il me demande de me connecter. Vous voyez, automatiquement, il me dit désolé, impossible d'accéder à la page. Maintenant, voyons, regarde, quand je me connecte maintenant, je pense que j'avais utilisé comme notre utilisateur ça, et le mot de passe c'était ça. Si je me connecte, voilà, c'est cette interface là que j'ai dit que vous pouvez le modifier directement. Voilà, vous pouvez modifier cette interface là, ça vous permettra d'avoir une interface vraiment personnalisée de votre entreprise ou bien de votre école. Voilà, je valide. Je pense que c'est le bon mot de passe parce que je n'ai pas vérifié avec le clavier et tout. Maintenant, dès que ça passe, vous allez voir que je pourrai accéder directement à internet sans problème. Et aussi, si une vidéo vous intéresse sur les privilèges et les droits, vous pouvez me faire signe, comme ça je vous ferai une vidéo sur ça pour vous montrer comment faire pour vraiment régler au max les paramètres de pfSense. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de pouvoir séparer le réseau en trois parties. Le réseau pour DMZ, le réseau pour le serveur internet et de pouvoir demander aux utilisateurs de pouvoir s'authentifier. Là, je me suis connecté. Vous voyez, the connection section is activated.
Donc à présent, si je réactive cette page là, normalement je vais accéder bien sûr à Internet. Et là aussi, pour faire une démonstration, je pouvais accéder directement à un serveur web, présent au serveur web. Je pense que j'en avais ici. Voilà, je vais d'abord changer l'adaptateur. Je vais le mettre au niveau de notre zone, de la zone DMZ. Il va se comporter comme étant un routeur. Voilà, comme étant un serveur. Là je pense c'est bon, et je le démarre. Bon, c'est que actuellement j'ai démarré pas mal de machines virtuelles, c'est pourquoi ça prend un peu de temps, mais c'est juste pour vous montrer que maintenant à présent on peut directement aussi avoir des informations sur le serveur DMZ ou bien sur Internet. Sur Internet est déjà réglé, donc on va juste vérifier avec le serveur. Voilà. Maintenant, comme je l'avais dit, il faut d'abord fixer l'adresse. Si vous vous rappelez bien, on n'avait pas activé dynamiquement comme on n'avait pas activé le DHCP, donc il ne pourra pas attribuer dynamiquement d'adresse IP. Il va falloir venir ici manuellement attribuer l'adresse IP au niveau du serveur. Donc là, je vais faire manuel. Je vais donner l'adresse 192.168.11.disons 100. Voilà, ou bien .200. Voilà. Et là, le masque, c'est 255.255.255.0. Et l'adresse gateway, c'est 192.168. C'est l'adresse de notre routeur, de notre pare-feu qui est 11.1. Voilà, je valide. Je vais éteindre, puis rallumer pour qu'il le prenne en charge. Je vais même vérifier est-ce que c'est bien ajouté ou pas en faisant juste un IP add. Voilà, c'est bon, on a 192.168.10.100. Maintenant là, à ce niveau là, je vais essayer de me connecter avec Windows, bien sûr, en utilisant l'adresse 192.168.11.200. Voilà, et là automatiquement j'aurai accès, voilà, à mon serveur web qui est là. Et ce serveur web, je vous ai déjà montré sur ma chaîne YouTube comment faire pour créer un serveur web. Voilà, là j'ai mon serveur web que je peux accéder. Maintenant du coup, il y a les deux options qui sont vérifiées. Là, je peux accéder à Internet, je l'ai vérifié avec Google, et je peux accéder à mon serveur web avec mon serveur qui est là. Je pouvais aussi tester avec le serveur messagerie. Le serveur messagerie aussi est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir comment faire pour la configuration. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour le moment, c'était ça le projet. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.